Ok, donc bonjour à tous. Donc je vous propose qu'on parle ce soir donc des avantages de la société civile immobilière dans le cadre d'un investissement locatif neuf. Donc effectivement, comme tu disais Marc, donc si vous pouvez, s'il vous plaît, pendant la e-conférence, donc coupez vos micros et puis comme ça, on gardera un petit temps pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Et je vous enverrai un petit questionnaire aussi si vous pouviez, de satisfaction et d'amélioration, si vous pouviez y répondre. Les vertus de la SCI. Donc, un petit peu avant de détailler, deux avantages d'investir dans ce type de montage, c'est d'une part de maîtriser sa fiscalité, hein, donc on parle de l'immobilier au travers de la SCI, et de transmettre son patrimoine. Donc, les objectifs pour l'investisseur, en fait, ils sont, je dirais, ils sont communs hein, à ceux de l'immobilier, hein. On est sur un investissement immobilier, donc c'est d'une part de se constituer un patrimoine immobilier, d'autre part accéder à des biens de qualité aussi, hein. On verra qu'il y a aussi une large gamme de produits, diversifier ses investissements, bénéficier de revenus complémentaires à la retraite, ou même, même avant, hein, si on en a besoin, et de diminuer sa fiscalité. Donc, les objectifs, plus précisément, c'est d'organiser aussi sa transmission hein, pour protéger ses proches et éviter aussi les conflits. On verra la différence avec, des biens détenus en indivision. Et deuxièmement, c'est aussi d'agir sur les droits de succession par rapport à la valorisation des parts, par rapport à la donation et par rapport au démembrement. Donc, une SCI, concrètement, c'est quoi? Donc, c'est une structure juridique qui est constitué à minima de deux personnes, hein, donc ça peut être deux personnes physiques, deux personnes morales, une personne morale ou une personne physique, on peut parler aussi, chacune ayant le statut d'associé, justement pour permettre de gérer un ou plusieurs biens, puisque dans la SCI, on peut mettre un bien ou plus, voire beaucoup plus. Donc, il faut que les associés, quand on parle de SCI familiale, que les associés soient membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré. Alors, quatrième degré, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les grands cousins. Donc, on est vraiment, on garde très large au niveau des lignées familiales. Donc, ça va très loin. Le patrimoine immobilier, il est détenu dans la SCI. Et les statuts, en fait, alors c'est ça aussi la contrainte, c'est qu'il y a des statuts, donc il y a des procès-verbaux qui encadrent la gestion et définissent l'objet social. Donc, chaque associé réalise un apport afin de constituer un capital social et il reçoit les parts sociales proportionnellement à cet apport. Donc, avant de rentrer dans les détails, un point que j'ai trouvé intéressant, donc les formes juridiques qui ont été créées, donc les formes juridiques créées en France en 2021, il y en a eu plus de 96 000 qui ont été créées en France. Et on regarde à droite tous les statuts. En fait, il y a eu plus de SCI créés que de SARL, hein, sachant que la SARL est quand même une des formes juridiques de création d'entreprise qui est quand même assez commune. Euh, Aussi, bon, les autres entreprises le sont aussi également, mais c'est quand même assez intéressant. Donc, il y a un vrai engouement pour ce type de forme juridique et on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, un exemple de comment je dirais, ça se passe dans une SCI. Si on prend par exemple deux personnes, donc là on prend deux personnes physiques, ça peut être par exemple Pierre et Julia, donc qui apportent chacun 400 et 600 euros. Donc le capital social, c'est la somme des deux, donc c'est un capital de 1 000 euros. Et donc la SCI, elle est dotée d'un capital social qui représente donc les apports de chacun des deux associés dans ce cas-là. Donc ça, c'est l'apport. Alors, en termes de part sociale, ça dépend comment on va définir le montant de la part sociale. Là, c'est simple, on prend 1 euro, donc ça veut dire que s'il y a un capital social de 1 000 euros, donc ça veut dire qu'il y a 1 000 parts. Et donc, les attributions sont faites proportionnellement aux investissements. Concrètement, donc Pierre qui a mis 400 euros, il aura 400 parts sociales et Julia, elle en aura 600. Donc, le capital, il est vraiment divisé en nombre de parts égales qui sont réparties entre les associés proportionnellement à l'apport de chacun de ces associés. Un avantage important, c'est d'éviter le cadre de l'indivision, hein. L'indivision, c'est une situation dans laquelle en fait, plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien, hein. On parle notamment souvent de biens locatifs, enfin de biens physiques, notamment dans le cadre d'une succession ou de l'achat d'un bien en commun. Par contre, le problème, c'est que
s'il y a un désaccord entre les indivisaires, en fait, il y a des risques juridiques qui peuvent être assez contraignants, que n'a pas notamment la SCI. Voilà, donc la SCI, elle a une durée en général de 99 ans et la vente d'une part sociale n'entraîne pas la vente du bien, ce qui n'est pas le cas notamment par rapport à un bien acheté en commun. Voilà, donc pour revenir sur la partie indivision, donc en termes de détention du patrimoine, j'en parlais tout de suite, hein, il y a un risque du partage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on souhaite, si un des indivisaires veut vendre le bien, mais du coup, ça oblige la vente du bien, et si l'autre n'est pas d'accord, ça crée, je dirais, un certain nombre de problèmes juridiques qui peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors que dans la SCI, on n'a pas ce souci-là. On peut vendre justement ses parts sans vendre l'immeuble. Et après, ben, effectivement, il peut y avoir d'autres acheteurs. Ça peut être des acheteurs extérieurs. Ça dépend aussi comment sont faits les statuts de la SCI. Mais ça peut être aussi racheté. Les parts peuvent être rachetées par les autres, on va dire, détenteurs de parts au sein de la SCI. En termes de gestion, donc cette gestion, elle est commune hein, dans le cadre de l'indivision, alors que dans la SCI, elle est gérée elle est gérée, c'est le cas de le dire, par un gérant. Et on verra tout à l'heure justement aussi les statuts du gérant. En termes de prise de décision, donc il faut avoir l'accord des 2 tiers des indivisaires. Donc s'ils sont 3 personnes, c'est 2 sur 3. Et en termes de SCI, alors ça va dépendre vraiment des statuts, comment sont rédigés en fait les statuts, c'est-à-dire le règlement de la SCI avec en fonction aussi des pouvoirs qui sont donnés au gérant. Il peut aussi avoir, je dirais, la décision finale finalement, si c'est comme ce qui est indiqué dans les statuts, ou je dirais en fonction aussi de chacun des, euh, des détenteurs de parts sociales de la SCI. Dans le cas d'une indivision, s'il y a des nouveaux arrivants, en fait, bah, c'est très compliqué je dirais, de gérer. On ne peut pas empêcher l'arrivée de nouveaux arrivants. Si par exemple, un des indivisaires décède, c'est sa succession. Donc il peut y avoir finalement, ben, on peut se retrouver avec 2, 3, voire beaucoup plus de nouveaux indivisaires, ce qui peut complexifier, je dirais, la gestion du bien locatif dans ce cas-là. Alors que dans le cas de la SCI, en fait, bah, ce sont les associés et on peut, lors de la rédaction des statuts, donc du règlement de la SCI, définir comment ça se passe justement s'il y a des nouveaux arrivants et souvent d'ailleurs, ça permet justement de limiter ce type de conflit. Voilà. En termes de transmission, donc là, c'est pareil, on a un certain nombre d'avantages. Euh, les, En fait, on peut céder ce qu'on appelle des cessions de parts à titre gratuit. Donc ça, c'est aussi c'est la réglementation. Donc un donateur, un détenteur de parts peut bah, donner à titre gratuit des parts de SCI au donataire. Donc là, on parle de transmission hein, au décès, à condition qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, les statuts de la SCI puissent aussi l'autoriser. Voilà, un avantage de SCI, notamment dans le cadre familial, c'est qu'on peut transmettre son patrimoine de manière échelonnée. Donc, vous savez qu'on peut transmettre à ses héritiers 100 000 euros tous les 15 ans. Donc, ça peut se faire soit en argent, soit sous forme d'investissement, mais ça peut se faire également sous forme de part en fait, de SCI. Voilà. Après, il y a effectivement ces notions d'abattement, c'est ce qu'on disait, les 100 000 euros tous les 15 ans, mais ça peut aussi être plus de parts hein, sur des montants supérieurs, auquel cas on paiera il y aura une imposition dessus. Et on peut aussi transmettre son patrimoine en conservant le contrôle de la société. Donc ça, pareil, ça dépend aussi de la rédaction des statuts. Hein. C'est pour ça que c'est important de bien le préparer en amont, et ça prend en compte aussi l'actif net dans la valuation des parts. L'actif net, c'est en fait la valeur du bien moins le passif, c'est-à-dire tout ce qui est dû en termes de prêts, notamment à la banque. Et après, il y a possibilité, alors là, en plus sur des sujets un peu plus complexes, il peut y avoir aussi des décodes sur les valeurs sociales. Voilà, en termes de création, donc ça c'est relativement simple, ça se fait au registre des commerces des sociétés, notamment là dans notre cas, on serait sur Toulouse, si on habite Toulouse. Il y a la publication de la constitution de la SCI,
la constitution du capital social, et après, il y a ce qu'on appelle la rédaction d'un pacte d'associés, qui permet justement de rédiger les spécificités qu'on souhaite y rajouter avant de finaliser la rédaction des statuts. Voilà, donc le gérant, en fait, il est nommé dans les statuts par une décision collective. Il est possible de nommer plusieurs gérants, donc avec des responsabilités qui leur sont spécifiques. Et le gérant n'est pas forcément un associé de la SCI. Il n'est pas forcément, je dirais, un détenteur de parts. Donc ça, pareil, c'est assez, ça reste quand même assez ouvert en termes de mode de gestion. Donc, ça peut être une personne morale, ça peut être une personne physique. Donc, ça peut être un détenteur, je dirais, une autre société. Souvent, c'est ce qui peut être le cas quand on détient des holdings. On a plusieurs sociétés par exemple, on veut que ce soit la société, une des sociétés, par exemple, d'un gérant, par exemple, ou d'autres actionnaires, qui soit gérant. Donc voilà, bon, ça c'est les cas un peu spécifiques. Donc le mineur non émancipé ou le majeur protégé, donc sous tutelle ou curatelle, ne peut pas être nommé par le gérant de la société. Et la durée des fonctions du gérant est déterminée vraiment par les statuts. Voilà, en termes de responsabilité des associés, donc ils sont responsables des dettes de la société sur leurs biens personnels, hein, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire que si par exemple la société a, je dis un exemple, à 1 000 € de dette et qu'un associé détient que 40% des parts, il devra payer 40% du montant de cette dette, proportionnellement donc à son investissement. Un point aussi qui peut être intéressant, c'est que les associés, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de bien rédiger les statuts, ils ne sont pas tenus solidairement au passif de la société. C'est-à-dire que dans le cas je n'ai pas de cas spécifique en tête, mais il y a une notion de protection par rapport, par exemple, à un investissement auprès d'une banque. Le passif, c'est par exemple un capital restant dû. Donc ça aussi, c'est une forme de protection par rapport aux associés. Voilà, en termes de liquidation, donc, quand on liquide, effectivement, on vend l'ensemble des actifs, et dans ce cas-là, on apure les dettes, on nomme un liquidateur, hein. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont réglementées. Et lorsque les actifs en fait, sont vendus, la répartition de ces actifs, du produit de la vente, en fait, elle est répartie, je dirais, proportionnellement aux droits de chacun des détenteurs de parts. Et pour les actifs restants, ça dépend encore une fois de ce qui a été rédigé dans les statuts. Souvent, on répartit de manière égale, proportionnellement à la part de chacun des détenteurs. Voilà, donc après, là, on rentre un peu plus sur le détail, sur la différence entre les ICI à l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Donc, le régime, on va dire, de plein droit, en général, c'est le SCI à l'impôt sur le revenu, mais on peut aussi avoir une SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc, ça, c'est le choix qu'on fait, sachant qu'il faut savoir, lorsqu'on est sur une location meublée, on est, dans la grande majorité des cas, c'est une SCI à l'impôt sur les sociétés. On peut avoir une SCI à l'impôt sur le revenu à condition que la location meublée représente une valeur de moins de 10% je dirais, de la valeur totale de la SCI. Donc, on peut pas, si on achète une location meublée, vu qu'on n'a pas de passif, d'autres actifs, c'est forcément une SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc, notamment, si c'est de l'investissement locatif neuf type Pinel, on sera à l'impôt sur le revenu. Donc, en termes d'imposition, comme on est à l'impôt sur le revenu, c'est comme si on détenait un bien locatif classique, c'est-à-dire que on est imposé par rapport proportionnellement au nombre de parts qu'on détient en termes d'imposition. Alors que sur l'impôt sur les sociétés, on a une double imposition. D'une part, l'imposition sur les résultats qui représente à peu près 15% jusqu'à 38 120 € et 25% au-delà de 38 120 €. Et en plus de ça, donc, les associés ont une imposition sur leurs revenus, donc soit au titre du prélèvement forfaitaire unique, donc c'est ce qu'on appelle la flat tax des 30%, 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux,
ou sinon on est sur l'impôt sur le revenu au barème progressif plus 17,2. Donc si on est à 30%, bah, il vaut mieux choisir le prélèvement forfaitaire. Voilà, en termes d'imposition, lorsqu'on est sur l'impôt sur le revenu, bah, en fait, c'est exactement la même chose que sur un bien classique. On est imposé au régime des plus-values immobilières. Donc, c'est 36,2, donc 19 d'impôt sur le revenu et 17,2, hein. C'est le cas notamment d'un bien détenu locatif type Pinel, comme je le disais. Alors que sur l'impôt sur les sociétés, donc on a le régime des plus-values à l'impôt sur les sociétés, qui est le montant en fait, de la plus-value auquel s'ajoutent les résultats taxables. Donc ça, il faut voir aussi, je dirais, par rapport à la plus-value qui a été générée par la SCI. Et lorsqu'on est dans le deuxième cas, donc la vente des parts sociales par les associés, et comme les associés, je dirais, sont imposés sur la plus-value, sur leur part personnelle, donc dans ce cas-là, ça rentre pareil sur l'imposition sur le revenu, plus les prélèvements sociaux ou sur le prélèvement forfaitaire. Voilà, un petit focus sur la SCI à l'impôt sur le revenu, notamment dans le cas d'un dispositif Pinel. Donc, au début, effectivement, initialement, on pouvait le faire pour soi-même, hein, pour un foyer fiscal. Maintenant, ben, il est possible, au travers de la création d'une SCI, ben, d'investir justement à plusieurs, euh, je dirais, au sein de cette SCI. Et donc, ça permet de constituer un patrimoine familial progressif. Et après, comme je le disais tout à l'heure, il y a des facilités, comme ça, c'est dans le cas d'une SCI, de transmettre avec plus de facilité qu'un bien ou un investissement classique. Et donc, elle fonctionne de la même manière qu'un bien Pinel, hein. Je ne reviendrai pas trop sur ça, on va aller si vous avez des questions. Mais c'est-à-dire qu'on a une réduction qui se fait par rapport au régime Pinel, au dispositif Pinel, proportionnellement à son investissement. Donc ça, c'est aussi ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les conditions, en fait, de location sont exactement les mêmes qu'un investissement classique, c'est-à-dire qu'on a une obligation de mise en location. On a un montant de loyer aussi qui est le même, hein, qui va être réparti aussi par rapport aux parts détenues par chacun. Et il y a également des périodes d'engagement. Quand on est sur du Pinel, on est sur du 6, 9, 12 ans, par période de 3 ans, mais 6 ans minimum. Et, et effectivement, après, un point qui est important, c'est que quand on participe dans le cas d'une SCI, on a également on a des droits, mais on a aussi des devoirs. C'est là où justement la rédaction de la SCI est importante, où il y a notamment il y a des clauses qui sont mises en place et on travaille avec justement un cabinet d'avocats qui est spécialisé, qui nous a accompagnés pour rédiger ces statuts, notamment sur la conservation des parts sociales pendant la période d'engagement, l'obligation de mise en location par la société. Il faut aussi que tout le monde soit bien aligné sur les objectifs aussi. Et la réduction d'impôt se fera bien au prorata des parts sociales détenues par chaque associé. Donc, je ne vais pas trop rentrer sur les détails des différentes clauses, mais voilà, il y en a à peu près une dizaine, il faut savoir, qui sont vraiment, on va dire, importantes à bien inclure dans la SCI. Ça, c'est pas des choses voilà, qu'on peut trouver. Voilà, il faut être hyper prudent parce que au début, quand on construit une SCI familiale, tout va bien, hein, mais il peut aussi y avoir des choses dans la vie qui se passent, des séparations, des décès, etc. Donc, tout ça, ça doit bien sûr être pris en compte et savoir comment ça va se passer pour chacune de ces éventualités. Voilà, donc ça, c'est un point qui est important. Voilà. La rédaction des statuts, comme je disais, est faite dans le cadre de l'investissement éligible dans le Capinel. Donc ça, c'est vrai que nous, on a on va dire une forme d'expertise sur ce type de proposition, enfin d'investissement, hein, qui est forcément pas très commun aujourd'hui. Après, voilà, il y a aussi pas mal de choses à regarder au niveau des offres de prêts, parce que pareil, il y a très peu finalement d'organismes bancaires qui sont prêts à garantir des prêts. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses aussi qu'il faut bien prendre en compte. Et la rédaction du pacte d'associés, comme je disais tout à l'heure, elle est aussi fondamentale
pour justement bien structurer le fonctionnement de la SCI pendant toute sa durée. Voilà, donc j'arrive à la fin. Donc voilà, l'offre en synthèse, il y a, sur cette offre en particulier, c'est une offre qui est unique, qui est assemblée et packagée. Donc ça, c'est aussi super intéressant parce qu'on n'a pas justement ce souci de rédaction, comment on le fait, avec qui on le fait, le coût. Et c'est un cadre effectivement qui est juridique, qui est défini par un pacte d'associés, par les statuts, et qui sont, dans le cas déjà rédigés par, euh, par un cabinet d'avocats. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai pas été trop rapide, mais voilà, j'ai voulu garder un petit peu de temps pour les questions. Simplement, ce que je vais faire, si ça vous va, je vais juste vous envoyer le lien, si c'est possible, si vous pouviez simplement, je vais vous le mettre dans le chat, euh, répondre. Si j'arrive. Chat, si je retrouve mon écran. Voilà, ça. Voilà, si vous pouviez prendre 2-3 minutes pour répondre. Et puis, du coup, je vous propose de prendre vos questions. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas, j'ai oublié, j'ai donc mon collègue aussi a mis donc Alexandre Abadi qui est là également, qui peut aussi répondre à vos questions. Vous pouvez, si vous pouvez couper vos micros et puis on va répondre à vos questions, si vous en avez bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été si clair que ça? D'abord, merci pour cette petite mini-conférence. C'était intéressant, ça donne une bonne overview, on va dire, du sujet. Okay. Oui, sur le régime, tu parlais tout à l'heure du régime de donc là, c'est à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Si on a un bien mais je dirais qu'on veut mettre dans une SCI, parce que admettons qu'on a déjà une indivision déjà sur un bien et qu'on veut le mettre sur une indivision, il vaut mieux créer une SCI à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Alors déjà, si tu as un bien en division, alors il faut savoir une chose, c'est que Alex, hein, je pars aussi sur ta gouverne, tu devras en fait, payer des droits de mutation. Si tu as un bien qui existe déjà, qui est ta propriété, si tu veux le transférer dans une SCI, tu vas payer ce qu'on appelle effectivement les droits de mutation, qui sont, alors, je ne l'ai plus en tête, mais je crois que c'est entre 2 et 4% de la valeur du bien, donc c'est pas anodin, hein, faut être sûr, si je peux dire, de l'objectif. Parce que des fois, il vaut mieux le garder dans le foyer fiscal et puis de le transmettre plutôt que de l'insérer dans une SCI. Mais donc voilà, déjà, il y a ce coût. Après, alors, est-ce que c'est de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la société? Alors, comme je le disais, ça va dépendre aussi du type de bien, hein, si c'est du meublé ou si c'est du nu. Si c'est du meublé, ça sera, je dirais, ça sera de l'impôt sur la société. Et si c'est du revenu, si c'est de la location nue, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Après, il faut voir aussi quels sont aussi les objectifs de la SCI précisément. Donc ça se fait au cas par cas. Il y a pas de règle toute faite, mais ça va dépendre un petit peu des objectifs de chacun. Qui sont les associés, quelle est la durée de la SCI, ça se fait un petit peu au cas par cas. Et en général, il faut savoir c'est que la position, elle va être, lorsqu'on fait une SCI à l'impôt sur les sociétés, on sera peut-être moins, alors je la résume, hein, mais on sera peut-être moins taxé de manière annuelle, mais par contre, on le sera plus à la sortie. Alors que sur l'impôt sur le revenu, ça va se faire plutôt au fil de l'eau. Donc, tout dépend aussi des objectifs qu'on a par rapport à ça.
quelle est la différence entre acheter un bien par une SCI ou bien l'acheter en nue propriété et usufruit? Alors là, on parle de démembrement. Bah Euh, oui, donc, quel est en le fait, plus avantageux? en fait la SCI, c'est une forme juridique, en fait. Alors que Oui, l'achat du bien en nue propriété, c'est vraiment un investissement. C'est-à-dire oui. que le bien en nue propriété, vous pouvez très bien l'intégrer dans une SCI. Ah oui, d'accord. Et D'accord. c'est comme un investissement classique. Après, Oui, d'accord. pardon. Après, pour des raisons, en général, s'il y a des objectifs de transmission, Ben, c'est ça, oui. s'il y a des objectifs de transmission, il vaut mieux le mettre dans le cadre d'une SCI. Après, encore une fois, D'accord. c'est vrai que c'est toujours compliqué de répondre comme ça parce que ça dépend Oui, vraiment des objectifs. Donc, oui, de chaque cas. la SCI répond plutôt à des objectifs de transmission, notamment dans le cas d'une SCI familiale. D'accord. Donc, après, Chantal, il faudrait vraiment regarder, voilà, Oui, oui, non, mais c'était plus juste, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais moi, j'ai qu'une fille, donc c'était pour savoir, parce qu'il y a un notaire qui m'avait dit qu'il valait mieux faire nue propriété usufruit. Alors, oui, alors après, ça, c'est plus dans le cadre. Oui, alors après, il faut voir les conditions, mais l'avantage d'une propriété, en l'occurrence, c'est qu'on achète une partie de la valeur du bien et Oui, qu'après, on peut le transmettre. Donc, forcément, on a une décote sur le prix du bien parce qu'il est démembré. Et après, on peut le transmettre oui, effectivement à, à votre ou vos héritiers oui, qui après peuvent récupérer la pleine propriété, donc le bien se oui, valorise sans avoir de droit de succession, quoi. sans droit de succession. Donc ça, de ce point de vue-là, c'est effectivement intéressant. Mais vous Ouais, pouvez aussi l'intégrer dans la SCI. Par dans la contre, il faut SCI, le faire en d'accord. amont, avant plutôt qu'après, parce que comme je disais tout à l'heure, la marque, c'est qu'après, il y a des droits de mutation qui peuvent Ah oui, aussi… oui, non, faut éviter les droits de mutation, je suis d'accord. Oui, et dans les parts d'une SCI, on ne peut pas transférer des parts de SCI à mes enfants, par exemple, à nos enfants. Et donc, est-ce qu'on peut transférer des parts de SCI? Alors, on peut Ou est-ce qu'on transmettre peut, à… ouais, comment ça se passe justement? Voilà. Alors, tout dépend en fait, alors tout dépend la rédaction des statuts, mais c'est pour ça qu'en général, quand on crée une SCI, on le met, on met effectivement ses enfants en tant qu'associés, même s'ils ont un nombre de parts limité, il vaut mieux, au moment de la création de la SCI, de mettre les enfants. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose ça, c'est quelque chose qui est conseillé. Et après, et après, on peut leur transmettre de manière progressive plutôt que de les intégrer après la SCI. D'ailleurs, c'est possible seulement si les statuts le permettent. Donc c'est pour ça que la rédaction des statuts, elle est vraiment fondamentale. Mais il vaut mieux il vaut mieux déjà les mettre en associé au moment de la création de la SCI. Et ça c'est possible même s'ils sont mineurs. Oui, c'est ça, c'était ça ma question, oui. Alors, Est-ce que c'était… on peut le faire s'ils sont mineurs, effectivement. Mais oui, c'est possible. Oui, oui, on peut le faire s'ils sont mineurs. Mais après, on ne pourra pas. Alors, il faut que je regarde parce que c'est des statuts. Mais je crois qu'on ne peut pas non plus leur transmettre on ne peut pas les rendre majoritaires de la SCI s'ils sont mineurs, par exemple. Ils n'ont pas la capacité, même d'un point de vue légal, on va dire, d'être actionnaire majoritaire au sein d'une SCI. Donc ça, là, il faudrait que je regarde ce point spécifiquement. Mais oui, on peut mettre des mineurs, on ne peut pas leur donner le nombre de parts reste limité. Donc, en tout cas, dans un Alors, premier de la gérance, ça c'est sûr. des donations, on peut augmenter cette part. Lors de la transmission, on peut justement utiliser le démembrement, c'est-à-dire transmettre que de la nue propriété des parts sociales. On peut démembrer les parts sociales ou pas? Oui, 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 tout à fait. Et de toute façon, lorsque vous êtes, il y a toujours, quel que soit le bien, il y a toujours une part de démembrement, une part d'usufruit. Donc, on peut très bien le démembrer et donner, par Les parts exemple, sociales, c'est les parts sociales dont je parle. Ça, c'est oui, possible. oui, 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 tout à OK. fait. Une part sociale, c'est une part de pleine propriété. Et on peut effectivement, elle sous-tend une part, un démembrement, ou effectivement, oui.
D'accord. On peut donner la nue propriété des parts sociales et garder l'usufruit pour nous et évite au moment de… un des avantages. Il vaut mieux avoir une SCI par bien immobilier ou avoir une seule SCI pour gérer plus de biens? Non, il vaut mieux avoir une SCI pour plusieurs biens immobiliers parce qu'il faut savoir qu'une SCI, il y a quand même un coût aussi. Bah oui, il y a un coup de. Il faut voir, hein, là, quand on est sur une Pinel, on n'est pas forcément sur des montants élevés, mais si on veut créer une SCI à l'IS, par exemple, pour mettre plusieurs biens, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est, je ne suis pas rentré dans les détails, on n'avait pas trop le temps, mais il y a des procès-verbaux qu'il faut rédiger, des assemblées générales, donc c'est quand même assez contraignant. Donc, il vaut mieux en avoir une dans laquelle, justement, c'est ça l'intérêt, hein, c'est d'avoir une SCI avec plusieurs biens à l'intérieur. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah non, c'est une première approche qui est déjà très intéressante. Après, il faut réfléchir avec un notaire ou quelqu'un. Si on t'écoute, Fabrice et Alain, Oui. il est donc préférable que la SCI achète ou prenne possession des biens qui font partie du giron de la SCI, plutôt que de passer par des apports existants. Et donc là, ça génère des frais de mutation. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Hein, c'est ça. Hein. Oui, Et tout à fait. concernant l'impôt sur société ou revenu, pas très bien. Alors, tu m'entends pas bien? oui, Moi aussi, je ne m'entends pas très, très bien, hein, ça coupe un peu. Je pense que c'est la liaison qui n'est pas très bonne. Concernant le choix de l'imposition sur société ou sur revenu, est-ce que c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps? Ou est-ce que c'est statutaire alors, très bonne question. Ça peut évoluer dans le temps. Évoluer, oui. Oui, enfin, j'aurais tendance à dire oui, enfin, parce que si on a plusieurs biens au sein de la SCI avec des natures, je dirais, différentes, hein. On peut avoir du meublé, on peut avoir effectivement de la location de nue et autres. Donc, c'est quoi qu'est-ce qui va, je dirais, Déclencher le passage d'un voilà, qu'est-ce qui va régime faire. à un autre. Déjà, il y a le plafond de 23 000 € qui est hyper important. Après, Des tout ne peut pas être abordé. c'est revenu net ou brut? Non, c'est net là. C'est net. C'est Ouais. après avoir défalqué les charges, etc., etc. C'est vraiment entre guillemets le bénéfice, quoi. Au-delà de ces 23 000 €, on ne peut plus avoir le statut de non professionnel. Donc ça devient forcément de la location meublée professionnelle, donc IS. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment un plafond qu'il faut surveiller parce que déjà, de base, quand on passe, bon, il faut déjà y aller hein, pour atteindre ce niveau-là. Mais en tout cas, déjà, ça impose de passer à l'IS au-delà de ce plafond de 23 000 €. D'accord. Ça, c'est important. Après, 23 000 € je me permets par associé ou au global pour tous les montants de la SCI? ça sera au niveau de la SCI dans ce cas-là. Oui. Ça sera au niveau de la SCI dans ce cas-là. Je fais une petite parenthèse là-dessus d'ailleurs. Si vous voulez, en fait, l'IS, ça va être vraiment intéressant quand on va avoir vraiment beaucoup de charges au départ, y compris les emprunts et tout ce qui est amortissement. L'amortissement, on est sur, on va dire, 20 ans. Les emprunts, on essaye d'aller également sur 20 ans. Donc, on peut déjà se dire que tant qu'on a beaucoup de charges,
on va vraiment plutôt privilégier. Alors après, c'est assez personnel aussi, hein, c'est-à-dire que, comme disait Fabrice tout à l'heure, il n'y a pas de règle prédéfinie. Ça va dépendre un petit peu voilà, du montant des revenus, du niveau de bénéfice, parce qu'évidemment, on ne va pas aller s'embêter pour 1 000 € de bénéfices à l'année, évidemment. Mais par contre, on va vraiment faire en sorte de faire traîner les choses en termes de déficit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait, les investissements vont créer du revenu, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment se poser la question, en effet, de passer de l'IR à l'IS. Et c'est à partir du moment où ça va vraiment créer du revenu qu'on va commencer vraiment à se poser la question aussi de passer à l'IS au final, puisque on n'a plus de charge. Donc là, ça va être clairement l'imposition sur l'IR qui va être très impactante.